Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Au cours de cette semaine, les présidents Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa s'engagent à veiller à la mise en œuvre de différents accords conclus entre leurs pays à l'issue de la 12e session de la grande commission mixte RDC-RCA. Au Sénégal, dans une allocution télévisée, le président Macky Sall a annoncé qu'il va respecter sa parole et qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle de 2024. Et en sport, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont arraché leur première victoire face aux fauves de la République centrafricaine mardi 4 juillet 2023 au stade de Martyr dans le cadre de la 10e journée du tournoi de l'Unifac Faticap. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie, également riche en cuivre, est deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Des routes jusqu'à 4 fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues Hakainde Hichilema de Zambie et Joao Lourenço de l'Angola, a tout son sens au regard de ces enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de 3 entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du trader Trafigura, basé en Suisse, de Montaongil, leader portugais de BTP, et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minerais en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement. Des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région. La conférence de presse commune animée à Kinshasa était consacrée à la coopération bilatérale afin de faciliter le climat des affaires et le développement régional entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle le pays africain à accroître les échanges économiques au sein du continent. En ce qui concerne le millier des affaires, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants, et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde.
Les deux chefs d'État ont également évoqué la question liée à l'agression de la RDC dans sa partie Est. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il s'agit d'un conflit d'agression au niveau de la sous-région. La SADC et toutes les organisations sous-régionales doivent s'impliquer pour trouver un cadre de négociation. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points à concerner l'actuel CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble des forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de l'AMOCA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la République, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la nouvelle élan et décidée dans le cadre de l'AMOCA. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas des partis politiques, et que nous avons compris. Le deuxième point, c'est que nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans les nord, à savoir Massis et un dans le ancien Bandundu, à savoir Kwamouki. Et que par conséquent, le fichier est incomplet, le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer. Ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant, et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, l'intégration de l'enrôlement le moment venu, quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi troisième point du financement des élections politiques. Nous avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront payer un décaissement de 100 millions de dollars. Et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, en guise de mesures pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des bons BCC qui vient d'être relevé le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Nous avions eu autour du Premier ministre une réunion autour de la préparation des Jeux de la francophonie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il était sur terrain pour aller voir comment les travaux évoluent. Et nous avons relevé au terme de nos entretiens qu'il existait comme une forme de manipulation qui vise à passer des messages de crainte aux délégations qui doivent arriver à Kinshasa, présentant Kinshasa comme une ville où la sécurité n'était pas garantie. Laissez-moi vous dire, nous y reviendrons sûrement lorsque vous poserez des questions,
que dans une ville de 15 millions d'habitants, les problèmes de sécurité, d'insécurité se posent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. Certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a dit la détermination du gouvernement à aller jusqu'au fond parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées. Mais dans la même veine, j'ai discuté avec le général Kassongo peu avant de commencer ces briefings. Il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas de trafic d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Pour faire du trafic d'organes, c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie. Il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains. Ceci requiert une technicité spécifique et je pense qu'on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici. Donc ça, c'est des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport aux préparatifs des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, pour nous, gouvernement, c'est des Jeux de l'espoir et des Jeux de la solidarité. À en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs de kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Des jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Taxi, catch, et jaune. Là, il a ça 2 fois. 5 fois. Au bilan, il a prison de. Dans la Kindek, toi, magistrat, on va s'enlever ça fait. Dans la somme, ça va faire d'abord, ça va appeler ça une mise de provision. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kassongo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre de près ces dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible, pas déférer Bango à parquet. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a prononcé tard dans la nuit du jeudi 6 juillet 2023 les verdicts dans le procès de kidnappeurs arrêtés par la police nationale congolaise. La peine de mort a été prononcée pour la majorité de ces malfrats pour association de malfaiteurs. Par manque de faits graves à sa charge, seul l'un d'entre eux, au nom de Rida Mwaka, est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Ils sont également condamnés à payer des dommages et intérêts de 20 000 $ américains, montant à payer en francs congolais. Rappelons que c'est à l'esplanade du bâtiment abritant la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières que s'est tenu à ces procès pendant 2 jours. Aujourd'hui, les jeunes
du mouvement lumumbiste progressiste avait effectué un sit-in au niveau de la DEMIAP, juste pour réclamer la libération sans condition de l'honorable Franck Diongo qui est détenu en violation flagrante de l'article 18 de notre Constitution, tout simplement parce que depuis qu'il est là, il n'a jamais entré en contact avec ses avocats conseils, mais aussi on ne lui a jamais dit les motifs pour lesquels il a été enlevé. C'est ce qui avait poussé la jeunesse du MLP à prendre une décision noble qui est celle d'aller effectuer un sit-in devant la DEMIAP pour exiger la libération sans condition de l'honorable Franck Diongo. Raison pour laquelle nous sommes en train de revendiquer sa libération pire et simple. Que ça fait pratiquement 3 jours que l'honorable ne mange pas. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il réclame à ce qu'on lui dise pourquoi il a été enlevé. Parce que jusque-là, on ne lui a jamais dit les motifs de son enlèvement. Donc il réclame qu'on puisse lui dire pourquoi il a été enlevé. Aussi, son état de santé laisse à désirer. Il veut rencontrer son médecin. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Débuté le week-end dernier au Collège Haute Études de Stratégie et de Défense à Kinshasa, les travaux d'évaluation de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine ont pris fin ce lundi 3 juillet 2023. Ces travaux avaient pour objectif évaluer les questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. Plusieurs officiers militaires et hautes personnalités et experts de la sécurité ont pris part à ces travaux préparatoires au sommet des chefs d'État, qui se tiendra le 7 juillet prochain à Kinshasa. Arrivée ce lundi matin à Kinshasa, la ministre sud-africaine de la Défense et vétéran, Tandirit Modis, a participé à la clôture de ces travaux mixtes RDC-RCA. Presque 2 mois après sa déchéance, Julie Ngongwa Mwayuma reprend son fauteuil au gouvernorat du Tanganyika.
La Cour constitutionnelle a siégé le mardi 4 juillet dernier autour de la requête introduite par Gilles Ngongwa, gouverneur de Chui à la tête de la province du Tanganyika, celle-ci est rétablie dans ses fonctions. D'après le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, la présente requête sera dite fondée et rend nulle et de nul fait la motion de défiance du 8 mai 2023 adoptée par l'Assemblée provinciale contre Madame la gouverneure du Tanganyika pour violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. Il ajoute par ailleurs que la Cour a siégé en matière de contrôle de la constitutionnalité après avoir attendu le procureur général de la République. Cependant, toutes les accusations fondées de toutes pièces contre la personne de Gilles Ngongwa Mwayuma, entre autres, passation de marchés publics de gré à gré, manque d'initiative et de leadership pour le développement du Tanganyika est l'œuvre de personnes mal intentionnées et ennemies de la province du Tanganyika voulant nuire à la réputation de Gilles Ngongwa, élu légalement gouverneur. Presque 2 mois après sa déchéance, Gilles Ngongwa Mwayuma reprend son fauteuil au gouvernorat du Tanganyika. La Cour constitutionnelle a siégé le mardi 4 juillet dernier autour de la requête introduite par Gilles Ngongwa, gouverneur de Chui à la tête de la province du Tanganyika, celle-ci est rétablie dans ses fonctions. D'après le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, la présente requête sera dite fondée et rend nulle et de nul fait la motion de défiance du 8 mai 2023 adoptée par l'Assemblée provinciale contre Madame la gouverneure du Tanganyika pour violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. Il ajoute par ailleurs que la Cour a siégé en matière de contrôle de la constitutionnalité après avoir attendu le procureur général de la République. Cependant, toutes les accusations fondées de toutes pièces contre la personne de Gilles Ngongwa Mwayuma, entre autres, passation de marchés publics de gré à gré, manque d'initiative et de leadership pour le développement du Tanganyika est l'œuvre de personnes mal intentionnées et ennemies de la province du Tanganyika voulant nuire à la réputation de Gilles Ngongwa, élu légalement gouverneur. Deux autres groupes armés nouveau-nés, Asomba Liwa et Endocide, sont également signalés dans les attaques contre les sites miniers, les cas de sites de coopératives Komoy au village Gyongyo, chefferie Bandaka, territoire de Mambasa. Le gouverneur militaire a été instruit pour suivre de près de ramener la paix dans cette partie du pays. L'ordre donné, l'ordre exécuté. Les forces armées en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny ont anéanti le chef Mai Mai, Lilembo Jean-Robert, alias Endocide, après les opérations d'environ 2 semaines dans le territoire de Mambasa. C'est hors la loi, présumé auteur de plusieurs attaques dans les sites miniers et c'est les habitants du groupement Bafabango aux environs de PK51, route Isiro, en territoire de Mambasa, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mambasa et sur la population locale. Et donc, les DGE, les forces armées, ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ces messages. Tous les bandits armés, tous les détenteurs illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant, c'est déposer les armes. Âgé de 27 ans, originaire d'Isangui, de la province de la Chopo, ce chef Mai Mai, capturé et blessé sur le champ de bataille, est admis dans une formation médicale de Nyanya pour des soins appropriés, ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons que, sous l'état de siège, les forces armées ont stabilisé Irumu, une partie de Djougou et Mahagi, en tête le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny. À l'instant, cap vers l'imposition de la paix et
restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province pour booster le développement dans cette partie du pays, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il aura fait durer le suspense jusqu'au bout. Dans un discours télévisé lundi soir, Macky Sall a annoncé qu'il ne briguera pas de troisième mandat à la présidentielle de 2024. Une déclaration qui met fin au débat autour de sa candidature alors que la Constitution ne nous permettait pas de se représenter. Cette situation avait créé un climat politique tendu ces derniers mois dans le pays. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Ce renoncement, même s'il décevra ses partisans, permettra au pays de retrouver son calme. Plusieurs élus locaux avaient signé une pétition pour soutenir le président sénégalais, mais Macky Sall n'a par ailleurs pas désigné de successeur dans sa famille politique. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. En attendant, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est toujours compromise. Dans une vidéo publiée dimanche soir sur les réseaux sociaux, il a appelé les Sénégalais à manifester massivement dans les prochains jours, que Macky Sall se présente ou non. Ça y est, les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont assuré l'essentiel pour leur deuxième sortie au tournoi UNIFAC FATUCAP. Blessé dans son amour propre face au Gabon dimanche dernier, la République démocratique du Congo n'a pas raté les coches cette fois. Les efforts des hommes de Guy Boukassa sont récompensés à la 34e minute quand Chris Bédé bat les portiers adverses sur cornet. À la reprise dominateur, les fauves congolais se sont créés un certain nombre d'occasions de billes, mais n'ont pu les concrétiser par maladresse, néanmoins par intermittence et acculés dans leur camp. Les Centrafricains ont tenté de relever la tête en vain. Malgré les 7 minutes additionnelles, rien n'a changé dans celle iota au tableau d'affichage. Pourtant, avec de nombreuses occasions créées en seconde période, il y avait lieu de marquer davantage afin de positiver leur différence remise à 0. 4 buts marqués et 4 buts encaissés sur l'ensemble de 2 matchs qu'ils ont livrés. Quant à la République centrafricaine, elle se retrouve toujours au rez-de-chaussée de cette compétition sans le moindre point et sans le moindre but marqué. Place à présent au rappel de principaux titres. Au cours de cette semaine, les présidents Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa s'engagent à veiller à la mise en œuvre de différents accords conclus entre leurs pays à l'issue de la 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RCA. Au Sénégal, dans une allocution télévisée, le président Macky Sall a annoncé qu'il va respecter sa parole et qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle de 2024. Et en sport, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont arraché leur première victoire face aux fauves de la République centrafricaine mardi 4 juillet 2023 au stade de Martyr dans le cadre de la 10e journée du tournoi de l'UNIFAC FATUCAP. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.